Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Paul Micou, donc, qui est coordinateur de parcours projet Huntington, pour qu'il nous parle de son rôle de coordinateur dans un parcours de santé du malade Huntington. Merci, Monsieur Micou. Je rappelle à toutes les personnes, vous pouvez poser vos questions en direct en utilisant l'onglet questions. Voilà. Me revoilà. Vous m'entendez bien? Très bien. Allez, super. Donc, bonjour, je suis Paul Micou, du coup coordinateur de parcours au sein de la résidence mutualiste Transverse, qui est un foyer d'accueil médicalisé orienté accueil temporaire, situé à proximité de Saint-Étienne. Et du coup, voilà, je vais vous présenter le rôle du coordinateur dans le parcours de santé du malade Huntington. Donc, pour ce faire, on définira la notion de coordination dans le parcours patient, et puis on verra comment cela s'applique chez le patient Huntington. Voilà, donc on peut commencer les diapos. Donc à l'origine, l'identification de quelques situations dites complexes, marginales, exceptionnelles, a mis en lumière des failles dans les modalités de réponse existantes et traduit le manque de personnalisation aussi dans les réponses qu'on peut proposer. Donc aux États-Unis et au Canada, il y a le concept de case management qui a émergé, qui a pris son sens. Case, c'est pour une situation, un projet, sur une période définie où l'on apporte une solution à toute action complète. C'est-à-dire que dans le médico-social, cela se traduit par le suivi d'un patient pour lequel un programme particulier personnalisé est construit. Donc, case manager sous le format américain, pour nous en France, on est plutôt sur le gestionnaire de cas ou le coordinateur de parcours, qui du coup est un nouveau métier qui a été expérimenté notamment avec le plan Alzheimer en 2009, ou le dispositif Maya pour le secteur gérontologie en 2012, et aussi tout le, on pourrait appeler ça la thématique de zéro sans solution, expérimentée par exemple avec la MDPH, avec la réponse accompagnée pour tous par exemple. Voilà. Donc pourquoi finalement il est important de coordonner ces parcours patients? Déjà, on constate une multitude d'interlocuteurs ou même parfois l'absence d'intervenants au niveau des prises en charge, mais aussi du coup, ça se retrouve dans la complexité des réponses dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, et pour les familles, finalement, beaucoup de flou, de fouillis pour trouver la bonne solution, la bonne réponse à leurs questions. Du coup, on met en lumière aussi la pertinence de la réponse sur mesure. Ça se justifie d'autant. Il y a un petit souci de réseau, j'ai l'impression. Merci. Oui, donc du coup, j'expliquais aussi qu'il y avait dans l'importance de coordonner les parcours de patients, il y avait aussi la question voilà, de variabilité, d'instabilité dans les parcours. On pourrait symboliser comme finalement un chemin sinueux, à la différence d'une autoroute où c'est tracé tout droit, où là, finalement, on se retrouve dans un parcours avec des événements improbables qui peuvent être à la fois positifs et négatifs. Et puis enfin, du coup, le progrès aussi de l'inclusion, où l'usager aujourd'hui est acteur, moteur de son projet, et où son approbation est indispensable pour la bonne réalisation de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle d'usager passif à actif. Voilà. Alors après, j'ai repris du coup une phrase du docteur Jean-René Louba, qui est docteur en sciences humaines, qui donne une définition intéressante de la notion de coordination de parcours. Donc le coordinateur de parcours est la variable d'ajustement entre les attentes du bénéficiaire et les réponses auxquelles il peut prétendre. Donc on voit que face aux complexités, on note l'importance d'avoir un fil conducteur, d'avoir une fonction pivot qui permet de piloter, d'assurer une continuité de l'accompagnement dans le temps et de veiller à que tout ça soit cohérent dans la durée. Donc parmi les missions principales du coordinateur de parcours, on retrouve du coup la personnalisation de la réponse, le fait d'inclure l'usager, de coordonner les partenaires et les ressources disponibles sur un territoire donné, d'assurer une continuité de l'accompagnement autour de la poursuite d'objectifs définis au préalable et coévaluer les effets obtenus. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Alors, donc, si vous voulez, moi je fais partie d'un dispositif expérimental d'équipe mobile spécialisée maladie de Huntington depuis 2018. En fait, c'est un projet sous forme d'étude d'action où, dans un premier temps, il y a eu toute une phase d'identification des besoins
auprès des patients, des aidants, mais aussi du coup des ressources existantes. Cette étude d'action, c'est vraiment faite surtout sur un territoire régional, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ensuite, on est passé plus dans la phase d'action avec des modalités de réponse d'accompagnement personnalisées auprès de l'usager, des aidants, en lien avec les partenaires et au cœur des interstices, de manière à essayer de couvrir, de répondre à des besoins qui étaient non couverts. Donc ce projet de développement a vu le jour sous la sollicitation à la base de l'ARS et aussi du coup avec le retour d'expérience des différents établissements dans le pôle handicap de la mutualité française Loire-Haute-Loire, où du coup voilà, il y a un établissement comme Alpha ou Transverse qui accueille régulièrement des patients atteints de la maladie d'Huntington et où du coup les équipes faisaient relever des questionnements autour des prises en charge et se préoccuper aussi de toute la partie réorientation. Voilà. Et donc, du coup, c'est avec toutes ces réflexions-là que ça a mis aussi en lumière des risques dans la rupture, des risques de rupture, pardon, dans les parcours de ces patients. J'en ai noté quelques-uns. Donc, par exemple, on a l'isolement social, familial, qui du coup peut avoir pour conséquence de créer des situations d'errance et du coup, on se retrouve avec des patients qui sont sans suivi, méconnus de tous, pour qui, s'ils reviennent dans le circuit, ça devient très compliqué à prendre en charge. Mais aussi, du coup, tout ce qui est lié aux troubles du comportement et troubles psy, avec du coup des difficultés de trouver des réponses pérennes et adaptées à ces troubles-là. Aussi toute la question de l'épuisement familial et professionnel, pour les professionnels qui interviennent à domicile ou en établissement, mais aussi une méconnaissance d'informations spécifiques à cette pathologie, à son évolution, mais aussi aux dispositifs et ressources existantes. Quand est-ce qu'il faut aller voir tel interlocuteur, à quel moment, de quelle manière on le contacte. Voilà, c'est toujours des interrogations qu'on retrouve souvent auprès des familles et puis même des professionnels. Et puis du coup, un constat aussi de nombre d'établissements adaptés, insuffisants sur le territoire malheureusement. Donc on a enclenché une dynamique partenariale, notamment avec les CHU, les centres de rééducation, la psychiatrie, le corps médical, les paramédicaux aussi, mais aussi tout le volet établissements médico-sociaux, avec là du coup les établissements, des services d'accompagnement, les services de coordination d'intervenants à domicile, et aussi du coup dans la dynamique partenariale, il y a eu tout le lien fait évidemment avec je dirais la partie sociale, dont notamment les associations de patients telles que l'association Huntington France, avec qui du coup on est en lien depuis le début de ce projet, depuis 2018. Voilà, et aussi évidemment du coup des interlocuteurs indispensables comme la MDPH, le département, qui est du coup le financeur. Derrière, du coup, le travail enclenché était vraiment autour d'un maillage territorial de manière à essayer d'assurer une couverture optimisée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec tous les dispositifs existants, d'essayer de répondre à un plus grand nombre de personnes. Donc du coup, nous, de notre côté, on a réussi à développer une équipe mobile spécialisée maladie d'Huntington avec du coup un poste de coordination de parcours que j'assure, l'appui aussi d'une psychologue, 2 jours d'intervention d'une ergothérapeute, 1 jour et demi d'un psychomotricien et 1 jour d'une éducatrice d'activité physique adaptée. Donc là, cette équipe, elle intervient à domicile, dans les établissements, à distance, avec des missions de bilan, de bilanter, de proposer des séances de rééducation, de sensibiliser, évidemment aussi, de donner des informations bien spécifiques à la maladie et à sa prise en charge, et puis surtout d'être un relais à un moment donné, là où peut-être qu'il n'y a personne qui peut proposer une réponse adaptée, ou alors pour proposer un appui quand il y a un intervenant qui est déjà sur la situation, et finalement de redynamiser la situation. Donc là, actuellement, on a identifié 130 usagers, 130 patients atteints de la maladie de Huntington sur le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante, qui sera du coup ma dernière diapositive. Donc là, sous les yeux, on a essayé, vous avez un parcours patient idéal qu'on a essayé de tracer. Donc dès le diagnostic, avec du coup la présence d'une équipe relais pour aiguiller, informer,
définir les objectifs, alors qui peuvent être d'inclusion sociale, des objectifs aussi rééducatifs, des objectifs de sécurisation au niveau du domicile, d'apporter du soutien aux aidants, d'accompagner les placements en établissement si c'est le projet à un moment donné, et voilà, d'accompagner comme ça jusqu'à la fin de vie du patient. Donc, je vais m'arrêter sur plusieurs moments, je dirais, du parcours patient, avec dans un premier temps, vraiment, dès l'annonce du résultat, on voit l'importance d'un soutien psychologique, d'un étayage aussi social pour expliquer ce qu'il existe et comment se mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Et puis, du coup, évidemment, d'avoir des informations sur la pathologie, sur son évolution. Et ça, je pense que les services de neurologie, centres de référence et centres de compétences le font très bien. Donc, du coup, vraiment, l'objectif, c'est dans ce moment-là, c'est finalement de faire en sorte de ne pas être isolé, d'être accompagné par des intervenants qui connaissent bien la pathologie et d'essayer de définir ensemble s'il y a des besoins immédiats ou pas. Ensuite, je vais un peu plus sur la partie, le volet plus rééducatif, je dirais, avec du coup tout un aspect autour du bien-être, où là, on voit encore tout l'intérêt de créer du lien social, de retrouver du sens, de faire de l'activité physique adaptée, d'être dans l'hygiène des rythmes, aussi faire attention au niveau alimentaire. Et là, c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont très utiles. Par exemple, on voit les accueils de jour. Il y a aussi tout un tissu associatif qui propose des solutions, comme là, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a du coup l'association Huntington France avec le collectif Sud qui a mis en place le projet BIAPI, qui du coup, voilà, sur une zone donnée, permet à bénéficier à des patients de sport adapté, de sport santé, et c'est vraiment très intéressant en termes de retombées. Hein. Et puis voilà, il y a aussi toute la possibilité de repartir sur du travail adapté, sur voilà, organiser aussi des vacances adaptées en lien avec les nouvelles problématiques existantes. Et puis, pour continuer sur le volet rééducatif, l'importance aussi de maintenir, même parfois de récupérer certaines capacités, avec là, du coup, toute l'importance de la prise en charge kiné, ortho, ergo, psychomote, APA, par exemple. C'est aussi des choses qui peuvent se proposer directement en centre de rééducation, hein, comme on le voit, par exemple, en DAI. Et l'importance vraiment capitale, du coup, de stimuler, que ça soit à la maison, que ça soit dans les établissements. Voilà. Après, du coup, je vais m'arrêter sur la question du maintien à domicile, où là, du coup, on voit tout l'intérêt d'évaluer un plan d'aide adapté à la situation à un instant T, quitte à le réévaluer derrière, avec du coup la petite subtilité, c'est pour les moins de 60 ans, du coup, des possibilités après la MDPH d'avoir recours à l'AAH ou la PCH, pour les plus de 60 ans, du coup, l'APA. Mais derrière, il y a aussi, pour garantir le maintien à domicile, des actions à promouvoir autour de l'aménagement, réaménagement, et du coup, évidemment, d'avoir un service qui coordonne du coup les intervenants à domicile, autant sur le plan quotidien que sur le plan soins. Et derrière, du coup, la petite transition avec ce qu'on peut appeler le soutien aux aidants, c'est que du coup, pour favoriser, pour que la situation se passe aussi bien à domicile, il faut parfois, du coup, proposer des solutions qui permettent aux aidants de souffler. Et donc là, c'est là où on peut proposer aussi des séjours de répit en établissement spécialisé, ou même parfois avoir des dispositifs qui proposent du répit à domicile, avec du coup des intervenants qui viennent pour voilà, proposer une prise en charge à domicile, et les aidants du coup profitent d'un week-end par exemple pour aller s'aérer et faire autre chose. Voilà. Et derrière aussi, dans l'accompagnement autour des aidants, évidemment, il y a tout un accompagnement autour de la recherche de place en établissement, où là, du coup, on voit aussi que c'est un peu le parcours du combattant, c'est-à-dire que il y a des démarches à faire sur le plan administratif, mais aussi du coup en lien avec le médecin, le neurologue, et malheureusement, on est souvent sur des délais assez longs pour avoir des places. Donc voilà, c'est des stratégies à avoir avec différents interlocuteurs pour pouvoir du coup, entre guillemets, candidater un peu en amont, de manière à
à essayer d'espérer d'avoir une place au moment le plus important pour l'usager. Voilà. Après, du coup, pour résumer très synthétiquement, du coup, notre intervention, nous, au sein de l'équipe, voilà, qu'on a pu expérimenter au niveau régional, on a vraiment un volet important autour de la sensibilisation. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi qui est fait, évidemment, avec l'association Huntington France, et particulièrement, du coup, avec Dominique Ville, hein, qui coordonne au niveau régional, et du coup, toutes les antennes départementales qui sont d'un réel soutien, à la fois pour intervenir au sein d'établissements médico-sociaux et puis même aussi auprès de services de coordination de type SAVS-SAMSA. Voilà, et donc aussi on a une mission évidemment de rééducation. Donc là, on peut nous le proposer parfois avec nos paramédicaux, mais c'est surtout de la mise en réseau. Une fois qu'on a identifié des professionnels paramédicaux en libéral ou auprès de centres de rééducation par exemple, de faire le lien, de faciliter l'échange et de faciliter aussi l'entrée en rééducation. Donc il y a tout un volet, comme vous l'avez compris, au niveau de la coordination, où là c'est très important du coup de pouvoir assurer un relais quand du coup personne ne peut assurer cette coordination-là au niveau familial, au niveau professionnel. Mais généralement, c'est vraiment les SAVS, SAMSA ou SIAD qui prennent ce relais-là. Et puis du coup, il y a toute une partie orientation dans le projet de vie du patient, où du coup là on travaille souvent en lien du coup avec les CHU, les services de neurologie des centres de compétences de notre région. Donc on a Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, et puis aussi du coup, vu que nous on est basé sur Saint-Étienne, évidemment, on a le CHU de Saint-Étienne avec qui on collabore bien. Voilà. Donc les orientations, voilà, comme je le disais, au niveau médical, mais aussi au niveau social, avec du coup là tout le lien qu'on fait avec les interlocuteurs départementaux, donc souvent la MDPH en l'occurrence. Donc pour conclure, ce qu'on peut constater au niveau du parcours patient, c'est que il y a quand même vraiment un intérêt très, très important au niveau d'avoir un accompagnement en continu, surtout sur le plan médical, donc avec en l'occurrence le médecin traitant, le neurologue, le psychiatre s'il y a besoin, mais aussi tous les rééducateurs. Sur le plan social, là, du coup, l'interlocuteur privilégié, c'est la MDPH, qui est là pour faire valoir les droits de l'usager et qui surtout réoriente au niveau des différents dispositifs d'établissements médico-sociaux et services de coordination et d'intervention à domicile. Et puis après, il y a aussi du coup une importance capitale autour de la valeur juridique et du coup d'avoir en tête la notion de mesure de protection. Voilà, c'est important d'avoir aussi dans ce parcours-là du coup une curatelle pour la gestion financière ou un tuteur familial ou professionnel qui permet d'accompagner au mieux jusqu'au bout le patient. Voilà. Donc du coup, pour vraiment terminer, avec ce retour d'expérience qu'on a là de 2 ans et demi d'accompagnement, on note qu'il est possible d'intervenir, je dirais, à tout moment dans le parcours du patient et qu'évidemment, c'est compliqué quand on arrive sur une situation critique avec une recherche de solutions urgentes. C'est compliqué de mobiliser des ressources et d'avoir toutes les réponses escomptées aux demandes. Par contre, si on est plus sur une prise en charge par anticipation, surtout sur le plan administratif, rééducatif et médical dans sa globalité, et qu'on est sur aussi comment on pourrait dire ça, s'il y a un lien qui est fait en continu avec les interlocuteurs du médico-social, il y a plus de logique après dans le parcours pour avoir une issue, je dirais, plus intéressante, moins compliquée, en tout cas moins complexe dans la mise en œuvre.